Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschênes. Comment ça va les filles? Ça va bien, toi? Ça va. Semaine un peu plus tranquille dans la LPHF parce que c'est la pause internationale due à la série La Rivalité, le Women's Hockey Tour, les qualifications pour les Olympiques. Mais ça ne nous empêche pas de revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Puis, bien évidemment, il y a eu un match là déjà dans la série de la rivalité. Alors, quand même, puis on a même amené, puis vous allez le voir un petit peu plus tard, dans nos prédictions, on a une petite surprise pour vous. On a des petites prédictions pour le Super Bowl à la avantage numérique. Donc, pensez pas que vous allez savoir combien de verges au sol les joueurs des Chiefs et des Eagles vont faire ou combien de passes de toucher Mahomes va faire. C'est pas du tout là qu'on s'en va, mais ça va quand même être cool en cette fin de semaine. Super Bowl, de votre côté, c'est-tu un événement que vous regardez à chaque année ou pas pantoute? Oui, quand même, à chaque année. Puis, je me souviens l'année qu'on jouait avec la Force, avec Kev, on avait mis dans l'autobus. T'en souviens-tu, Anso, on écoutait tous les petites caméras d'autobus, là. Fait que c'était quand même nice. Mais oui, à chaque année, on essaie de faire des événements avec des amis. À voir cette année, ça va être quoi avec un petit bébé, ça change un peu la routine. Mais oui, c'est des peu qu'on aime regarder. Moi, personnellement, j'écoute pas beaucoup le football durant l'année, mais le Super Bowl, c'est genre l'événement qui est regardé pratiquement par beaucoup de monde, là. Fait que j'ai bien hâte à dimanche. Êtes-vous plus aile de poulet ou nachos? Aile de poulet. Les deux. Anne-Sophie, t'as-tu dit les deux? Ben oui. Moi, j'aime qu'elle s'assume les deux. Pourquoi je suis obligé de faire un choix, là? C'est quoi ce choix-là? On n'a pas à choisir. Il faut tout le temps choisir quand on fait nos prédictions. Fait que là, on prend tout. J'adore. Moi, évidemment, je vais être dans mon deuxième bureau, la cage au sport de la place Versailles, pour écouter ça dimanche avec des amis. Ça va être bien le fun. Et d'ailleurs, justement qu'on commence avec le moment de la semaine, je vous invite à consulter ma page Facebook et Instagram, hockeyféminin.ca, là où se retrouve toute chronique, podcast, blog, tout ce que je peux faire en lien avec le hockey féminin. Moment de la semaine. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans la dernière semaine de ton côté? On va commencer avec Anso. J'ai décidé d'y aller avec Erin Frankel qui a réussi à franchir la marque des 1000 arrêts dans la LPHF, qui est la première gardienne qui a atteint ce seuil-là. Je trouve que c'est quand même bien de l'illustrer. Il ne faut pas oublier que son premier match cette année, elle a quand même fait face à 40 lancés. Donc, je pense que ça l'aide à aller chercher ces arrêts-là. Elle avait fait quand même 38 arrêts sur ces 40-là. Mais je pense que, tu sais, cette gardienne-là, on la laisse un peu sous le radar. Elle a eu quand même des vraiment bons moments où elle a gardé son équipe dans les matchs. C'est sûr qu'elle n'est pas capable d'aller marquer des buts, mais quand je regarde disons, depuis le début de l'année de cette saison 2024-2025, ça a été une gardienne qui a fait des arrêts importants. Puis, tu sais, on parle beaucoup d'Anne René, de Schroeder. À quelques reprises, je l'avais mentionné là, comme joueuse de la semaine. Mais je trouve que c'était un important milestone à souligner. Puis, tu sais, elle a quand même un pourcentage d'efficacité à 0.92-9. L'année passée, elle a fini à 92,5. C'est quand même pas rien. Puis, je voulais mentionner ça. Donc, c'était le 31 janvier dernier que cette page d'histoire a été franchie. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est ce plateau-là, ça inclut les séries éliminatoires de l'an dernier. Ouais. Parce qu'on se rappellera, en série, il y a eu les 3 matchs en prolongation contre Montréal. Et juste en série l'an dernier, Frankel a eu 300 arrêts. Et la deuxième à ce chapitre en a eu 131. C'est immense, là. C'est immense comme différence, tu sais. Et l'année dernière, tu vois, elle a été... puis c'est ça qui a fait la différence, en fait, pour qu'elle soit la première. Parce que l'an dernier, elle était 4e au niveau des arrêts dans la Ligue. Cette année, elle est 3e avec 281. T'imagines? Elle a 10 matchs de jouer en saison régulière, elle a 281 arrêts. Elle en a eu 300 en play-offs l'année passée. C'est complètement fou. Tu sais, au moment où c'est le plus important que tu fasses des arrêts. Donc, tu sais, Erin Frankel, on le sait, là, c'est une des meilleures gardiennes de but au monde. Donc, un bel accomplissement de son côté. Puis cette saison, tu sais, Anne-Renée domine, on en a parlé la semaine dernière, je pense.
on en a déjà parlé, mais présentement, Anne-Renée Desbiens domine dans toutes les catégories chez les gardiennes de but, autant la moyenne, le pourcentage d'efficacité et le nombre de victoires. Mais c'est quand même là, une belle saison encore pour Frankel avec sa moyenne de 2,06 puis son pourcentage d'arrêt de 925. Kim, de ton côté, moment de la semaine? Moi, c'est le hit de Poulain. Je pense que tout le monde l'a vu. Moi, j'ai... Sur Jade. Sur Jade, Danny Landry en plus. En plus, c'est un autre Québécois. Comme dirait Elvis Gratton, les Québécois, ils peuvent pas s'entraider, il faut qu'ils se mangent entre eux autres. Exactement, il faut qu'ils se nuisent. Mais bon, en fait, tu sais, puis je pense que c'est mitigé un peu. Là. Il y en a beaucoup qui disent que c'était pas légal, d'autres qui disent que c'était légal. Personnellement, tu sais, moi, je l'ai écouté même au ralenti. En tout cas, dans ma tête, je pense que Pou aurait pu l'éviter avec le talent qu'elle a. Je sais que ça va vite sur la glace, mais en tout cas, le hit, pour moi, le 250$ d'amende, pour moi, c'est pas suffisant. Tu sais, je veux dire, 250$, c'est quoi aujourd'hui? C'est une soirée au resto. Là. Fait que, tant qu'à moi, elle aurait dû avoir un match. J'ai regardé aussi le hit de Dubois il y a quelques semaines, mois. Puis personnellement, il n'est pas plus sévère, lui, que Dubois a eu, puis elle a eu un match de suspension. Fait c'est juste qu'à un moment donné, on s'en va où avec la Ligue? Puis, tu sais, je suis en train de demander si c'est à cause que c'est son nom, Poulain, qui fait qu'elle a juste un amende, pourquoi elle n'a pas eu de match? Fait que tout ça me met en questionnement, mais aussi, puis on en parlait plutôt avec Anso, mais tu sais, je sais pas si vous vous souvenez au début du match, Stacy a rentré dans la gardienne, puis il y a eu comme un petit chamaillage avec Jade. Puis là, je me suis dit, ils ont-tu pris le numéro à Jade en note? Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, en fait, là, directement à la ligne bleue? Jade, elle s'est fait ramasser, les deux, même Pou puis Jade, là, les deux pieds ont levé de la glace. Fait que ça aurait pu être, là, tant mieux, Jade, elle va bien, là, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Mais je me questionne un peu, qu'est-ce qu'il y en a avec ça? Est-ce qu'on y va juste avec des amendes, des suspensions de match? Ça a été un moment que ça a été jasé un peu partout. Là, on l'a vu autant à RDS que sur les réseaux sociaux, le groupe Facebook, tout le monde en a jasé par rapport à ça. Fait que je me questionne, j'aimerais avoir un peu votre avis par rapport à ça, là, si l'amende, c'est suffisant ou on aurait pu avoir un match de suspension. Anso, vas-y. Ben, moi, tu sais, quand on regarde Poulain, c'est pas une fille qui a une réputation, qui va faire des coups qui sont sales. T'sais, on a plusieurs joueurs que s'il y a un coup qui est fait, que tu dis, OK, ben je m'en attends, c'est normal. Poulain, c'est pas nécessairement la fille qui va faire justement ces cheap shots-là. Moi, ma question, quand je regarde le contact, c'est qu'elle a du temps pour réagir. Il y a quand même un espace. Des fois, le jeu arrive tellement vite que tu n'as pas le temps de réagir. Mais là, dans cette situation-là, je me dis, c'est sûr que ça arrive quand même vite, mais je me dis qu'elle avait du temps pour réagir pour peut-être l'esquiver. Donc, je me questionne à savoir le pourquoi que cette chose-là est arrivée. Est-ce que c'est juste un accident banal ou est-ce que c'est intentionnel? On ne le sait pas. Il faudrait lui demander la question. Mais je pense que je serais d'accord d'avoir un match de suspension parce que, comme Kim dit, un 250$, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Mais on veut vraiment être capable de faire attention, de protéger les filles. Il y a beaucoup de coups à la tête qui sont arrivés. Là, le coup était un peu comme par derrière, mais est-ce que c'est sa tête qui en a ébranlé quand elle a tombé? C'est sûr que quand le point de contact ou le premier point de contact est la tête, absolument, c'est un match qui a une expulsion. Puis je pense que c'est un peu ce qui est arrivé avec Kat Dubois. Maintenant, dans cette situation-ci, elle l'a pris par derrière. Elle n'a pas nécessairement frappé la tête, mais c'est plus peut-être au contact aussi quand elle est tombée sur la glace. Donc, peut-être j'y aurais donné un match de suspension aussi au lieu de juste lui donner une amende, juste pour protéger justement les filles, pour pas qu'il y ait de blessures. Tu sais, il y a plusieurs choses là-dedans. Moi, ce qui me trouble dans ça, c'est que Pou n'a pas l'air de jouer la rondelle pour 2 scènes sur cette séquence-là. La rondelle, là, tu sais, le bâton vient jamais proche de la rondelle. Tu vois que c'est Jade qui est ciblé, puis c'est pas nécessairement « Ah, ben, j'ai joué la rondelle, puis je suis rentré dedans après, ou pendant. Puis ça, je trouve ça... Tu sais, je veux pas y prêter une intention, mais quand tu regardes le coup, il a l'air d'avoir une intention parce que tu joues pas la rondelle. Donc, si tu joues pas la rondelle, tu joues la joueuse. Puis on sait qu'en hockey féminin, même dans la LPHF, ce qu'on appelle en anglais des open ice hits, là, c'est pas permis, là. Tu sais, on permet de la robustesse, on permet les mises en échec le long des bandes, mais ça, c'est pas permis.
Alors, oui, c'est sûr que ça sort du caractère de Pou, là. Elle est pas, tu le dis, Anso, elle n'est pas reconnue comme une joueuse qui joue salaud, qui joue avec, de cette façon-là. Mais est-ce que, moi aussi, je me suis posé les mêmes questions que toi, Kim. Est-ce que, justement, elle n'a pas eu de match de suspension parce que c'est Marie-Philippe Poulin? Et puis on l'a vu, je veux dire, dans la LNH, on a vu ça 1000 fois. Oui, Connor McDavid, là, ils viennent de sortir d'une suspension de 3 matchs, là. Mais, ça arrive souvent, là, que les vedettes vont être excusées d'un geste que d'autres n'auraient pas eu la même chance. 250 $, c'est rire du monde, là. C'est rire du monde. Puis, je sais qu'il faut pas prendre ça dans l'équation, mais je trouve que c'est encore plus rire du monde quand tu donnes une amende de 250$ à Marie-Philippe Poulin. S'il y en a une dans les 15 dernières années qui a vécu de son sport, puis avec les... Puis je veux dire, c'est pleinement mérité, là, puis tant mieux pour elle, là. Mais 250$ pour Marie-Philippe Poulin, c'est pas le même 250$ que pour Gabriel David. On jase, là, mais c'est pas tout la même chose. Fait que tu dis, tu sais... moi, ça me donne un peu l'impression, je sais pas comment Marie a réagi, mais en tout cas, moi, être à sa place, j'aurais réagi comme quand moi, je reçois un parking de tickets là, qui me coûte 70$, je suis comme, 70$, là. Tu sais. T'es riche, Pat? Ben, 70$, c'est de l'argent de Netflix. Tout a changé depuis Netflix. Mais tu sais, c'est comme... Je sais pas. Moi non plus, j'ai pas aimé ça. Je trouve que ça envoie pas le bon message. Ça envoie le message que... Ça envoie plein de mauvais messages, en fait. C'est que ce genre de coup-là va être permis jusqu'à une certaine limite, que les joueuses vedettes seront peut-être pas pénalisées comme elles devraient l'être. Tu sais, il me semble que, justement... Tu aurais pu prendre ça puis donner un match de suspension à Marie-Philippe Poulin, puis ça aurait envoyé le bon message. Puis là, après ça, dans le reste de la ligue, tu te dis, hey, si Pou a eu un match pour ça, OK, je vais faire attention, moi, parce que, moi, j'ai pas la réputation de Pou, là. Par exemple, si ça avait été Dubois qui fait cette liste-là. Abby Roque, une fille comme ça, c'est. En tout cas, évidemment, on le sait pas, là, mais ça envoie pas le bon message. Fait que, moi, c'est ça qui m'a dérangé aussi. J'avais l'information, puis tu en as parlé brièvement, Kim. Moi, j'avais l'information que Jade allait bien, en tout cas, relativement bien. T'as à peu près la même information. Tout de suite après, là. Oui, non, je le sais, mais elle a pas... Il n'y a pas eu d'autres séquelles après ou après le match. Il n'y a pas eu... J'y ai pas parlé personnellement, fait que je ne pourrais pas te dire, mais j'ai pas entendu que ça allait pas. Là. Non, mais c'est ça, moi non plus. Moi, de ce que j'ai compris, tout a été correct. Elle est revenue au jeu, comme tu dis, mais il n'y a pas eu d'autres... des fois, des bobos qui apparaissent le lendemain, là, moi, de ce que j'ai compris. Bonne nouvelle, qu'ils disent. Exactement, mais en même temps, je me demande si ça n'a pas joué dans la décision aussi. Il aurait-il fallu qu'elle soit blessée pour qu'on agisse plus sévèrement à son sujet. Si c'était ça, je trouve ça dommage parce que le but des suspensions puis des amendes devrait être d'éviter ou de prévenir ce genre de coup-là et non pas d'attendre que quelqu'un soit blessé. Bref. Puis c'est fou pareil parce que, tu sais, même ça aurait été un plus gros montant d'argent, je pense pas que l'impact aurait été aussi grand que de manquer un match de suspension. Les filles, on est un peu différentes des gars dans le sens qu'on veut jouer. Là. La saison est tellement courte, puis quand tu manques un match parce que tu as été suspendu, ben tu es fâché, puis ça te fait plus mal que justement de payer une amende. Fait que c'est sûr que, tu sais, après ça, tu te dis, OK, le message qu'on envoie, c'est quoi? Est-ce qu'on veut juste ramasser un petit montant d'argent qui est très minime que de faire manquer un match? Fait que ça aussi, je pense qu'au niveau de l'impact, ça aurait eu plus de punch si elle avait manqué si elle avait été suspendue que juste de payer. Puis même si ça avait été plus gros que 250$. Là. Parce que, tu sais, de l'argent, c'est tel que tel. Mais de manquer un match, il n'y a rien qui peut le racheter, là. Non, absolument, absolument. Puis ça impacte l'équipe aussi. Tu sais, c'est parce que c'est une décision, c'est comme une pénalité. Quand tu as un 2 minutes, c'est parce que tu as commis un geste qu'il ne fallait pas que tu commettes, puis ça pénalise toi et ton équipe. Alors que là, 250$, là, ça pénalise personne. Mais personne. Personne. Moi, mon moment de la semaine, je vais rester du côté de la victoire et du match contre New York. C'est le gain de la victoire, pour ne pas dire la victoire
de Montréal. Ça se dit mal. Je me redonne les notes. Là, j'essayais de le trouver. Non, pour moi, c'est la première fois que je rushais. J'étais là, la victoire de Montréal contre New York. Ah, mais non, c'est donc même mélangeant, ça, la victoire de Montréal. Fait que c'est la première fois que j'avais à l'écrire, on dirait, d'une façon où ça rentrait pas dans ma tête. Bref, le gain de la victoire contre New York. Pourquoi? Parce que c'est une 5e victoire consécutive pour l'équipe. Je trouve que ça démontre la force de caractère de cette équipe-là qui en a gagné 4 à domicile. J'ai inclus Québec comme étant à domicile. 4 à domicile. Et là, on s'en va sur la route avant une pause de 13 jours et on gagne quand même ce 5e match consécutif-là. On a été chercher... On avait le premier back-to-back de l'histoire de la victoire. On avait 3 matchs en 5 jours. C'était quand même beaucoup de matchs en peu de jours. Le hockey féminin, on le sait, habituellement, c'est plus à se passer que ça. C'était quand même une période, je trouvais, charnière pour Montréal à cause du classement de l'équipe A. Et on a été chercher 8 points sur une possibilité de 9. C'est extraordinaire. Montréal a maintenant 6 points d'avance au classement sur Minnesota. Et ça, c'est avec un match en main encore. Donc, tu sais, c'est une possibilité d'avoir 9 points d'avance sur la 2e position. C'est incroyable. Et là, on se distance encore plus de New York au 3e rang. New York, Montréal a 11 points devant New York. Et New York a juste 3 points devant la dernière place. Fait que l'écart, là, dans le bas de classement, c'est très serré. Là. C'est très serré. Là. Les dernières équipes ont 17 points. Ça, c'est Boston et Ottawa. Toronto en a 19, New York 20, Minnesota 25, puis Montréal 31. Puis là, Montréal est rendu avec une fiche de 11 victoires, 3 défaites. C'est quand même pas négligeable comme fiche. Puis un différentiel de plus 10. Ça, c'est le meilleur différentiel but pour but contre dans la LPHF. Fait que, tu sais, c'est pour moi ce gain-là, juste avant une pause, ça va permettre, oui, il y a la série de la rivalité, puis bon, on touche du bois, et non pas Catherine, pour qu'il y ait pas une situation à la Kayla Barnes en novembre, puis qu'une joueuse de l'équipe se fasse blesser, mais ça augure bien pour la 2e moitié de saison de voir Montréal si bien situé à ce moment-ci. Puis, c'est ça qui arrive. Quand les vedettes produisent, c'est ce qui se produit. Puis, Pou, puis Stacy, puis Ambrose, puis Desbiens, ils ont connu un gros mois de janvier. Puis, ça a donné des résultats. Puis, je trouvais ça important de le souligner. Joueuse de la semaine maintenant. De ton côté, Kim, qui a été ta joueuse de la semaine? Bon, malgré son hit, c'est quand même Pou ma joueuse de la semaine. Fait que même si elle a payé 250$, elle est quand même la joueuse de la semaine. Depuis ses derniers matchs, là, tu vois, les 5 derniers matchs, elle a 6 buts, dont un tour du chapeau. Dans le dernier match, elle a encore fait 2 buts. Fait que on l'a pas épargné depuis le début de l'année. Là, Pou, on a parlé souvent d'elle en négatif côté sa production, mais là, elle vient de se réveiller, puis elle est partie vers le chemin de la première pointeuse de l'année. Là. Fait qu'elle s'enligne pour ça. On le voit, là. On le voit, l'équipe va bien, puis elle, en plus qu'elle marque, c'est pas pour rien que les filles ont gagné 5 matchs d'affilée. Là. Toute l'équipe va bien, Pou va bien. Donc, pour ça, ma joueuse de la semaine. Puis, je l'avais choisi de mémoire comme première... le MVP, je pense. Hein, j'avais choisi Poulin. Je me rappelle pas, il faudrait aller... C'est la première scoreuse. En tout cas, peu importe, elle s'enligne pour être nominée et choisie. Donc... elle a atteint la même marque de buts que l'an dernier. Cette année, elle a 10 buts en 14 matchs, Pou. Et l'année passée, elle avait eu 10 buts en 21 matchs. Bon, c'est excellent. Elle a juste 2 passes, ce qui fait que son total de points est à 12. Ouais. Mais c'est quand même 10 buts, puis effectivement, là, j'ai été le premier à ne pas l'épargner, mais elle a connu un mois de janvier extraordinaire, Marie-Philippe. C'est plus 7 également, là, c'est quand même pas négligeable aussi à ce niveau-là, au niveau des plus et des moins. Et puis, ça fait en sorte qu'effectivement, là, Montréal est là. Montréal a 5 victoires consécutives. Puis bon, les deux... Quand j'ai vu Pou marquer 2 buts contre New York, je dis, bon, OK, là, elle est en mission, là. Elle est en mission. Le réveil s'est fait à quelque part dans l'Ouest.
Puis ça a juste continué depuis. Puis ben, c'est tant mieux, parce que le premier trio produit bien, l'équipe gagne, tout le monde joue bien. Donc, ben, un bon choix. Un bon choix, Kim. Anso, de ton côté? Moi, j'ai décidé d'y aller avec Blair Turnbull. La raison est fort simple, c'est qu'il avait mentionné à un certain moment donné que s'il y avait une certaine Natalie Spooner qui allait en échapper, elle compterait des buts. Blair Turnbull, que dans certains des matchs qu'elle a eu des opportunités de marquer des buts en échappée, ça comptait pas. Mais dernièrement, je trouve qu'elle s'est vraiment levée en tant que capitaine au niveau de sa production offensive. Puis non seulement ça, c'est que dans le match contre Ottawa, le 1er février, elle a marqué 2 buts. Elle a eu une mention d'aide. Donc, la première fois qu'elle a eu plusieurs points dans un match, elle a quand même accumulé 3 points dans une victoire de 4-2. Puis, hier, ben, dans le match de la série rivalité, qui a marqué pour égaliser la marque et amener son équipe en prolongation et tir de barrage? Ben, c'est Blair Turnbull, elle qui vient de justement des Maritimes, qui a été capable de marquer. Tu sais, c'est quand même exceptionnel de dire je marque devant les fans qui, pas nécessairement qui viennent juste la voir elle, parce que c'est pas ça, mais dans le sens sa famille, ses amis. Mais elle vient de là, puis je trouve ça vraiment cool parce que le soulagement qu'elle a eu, tu sais, c'était pas nécessairement le plus beau but, là, elle s'est retournée, mais la gardienne, elle a rien vu, là. Il y avait tellement d'obstructions en avant du filet, puis on égalise la marque. Je trouvais ça quand même le fun pour elle, tu sais, puis on a vu son chum dans les estrades, il était tellement content, tu sais, un gros sourire d'en face, puis je trouve ça le fun pour elle parce que ça va lui aider à donner confiance. Puis, si je veux que mon hot take de Toronto qui va justement faire les séries que j'avais mentionnées, ben, il faut falloir qu'elle s'enclenche. Donc, je trouvais que c'était bien de l'illustrer. Ah, mais tu sais, tu mentionnais que Blair Turnbull venait des Maritimes. Plus précisément de ça, elle vient de la Nouvelle-Écosse. Où on jouait hier du côté Canada-États-Unis. Là, on jouait à Halifax et Blair Turnbull vient de Stellarton, qui est à peu près 1h30 au nord d'Halifax. Donc, tu sais, elle jouait carrément chez elle. Là. Vraiment, là. Donc, d'ailleurs, ben, c'est un excellent choix. J'étais content de voir, justement. C'est toujours le fun de voir. Tu sais, on est habitué ici au Québec, tu sais, quand, mettons, une poule score à Québec, à Montréal, ben, tu sais, on réagit encore plus. Ben, c'était le fun aussi de voir ça hier, qu'une fille de la place marque le but égalisateur. Puis, parenthèse, Troy Ryan et Corey Cheverry, qui sont respectivement coach et assistant coach de l'équipe canadienne, viennent aussi de la Nouvelle-Écosse. Ouais. Donc, c'était quand même spécial, tu sais, je pense, pour l'équipe hier de jouer à cet endroit-là. Et puis, ben voilà, donc, bon, les Américaines qui ont fini par gagner le match en tir de barrage, mais quand même, là, belle performance de Turnbull. Je reste avec la série de la réalité. Pour ma joueuse de la semaine, j'y vais avec Gwyneth Phillips. Gwyneth Phillips, oui, on l'a vu à Montréal récemment. Je pense que c'est le mercredi là, qu'on jouait mercredi, jeudi, back-à-back. Bon, Montréal l'a sorti du match, puis Mash Meyer est venu la remplacer. Mais hier, contre les Canadiennes, elle a été fantastique devant le filet des États-Unis. Ça a été quoi, 31 ou 32 tirs là, au but contre elle. Elle a arrêté là, des Sarah Nurse, Brianne Jenner back-à-back là, sur un power play à un moment donné. En overtime, en prolongation, Stacy puis Pou, elle les a arrêtés aussi, une après l'autre. Bon, oui, il y a eu le but de Turnbull, mais ça a été là, sa seule erreur. Je dis erreur. On s'entend que elle ne pouvait pas voir grand-chose, là. Il y avait 4 personnes en avant du filet, là. Hey, tu ne pouvais pas avoir plus voilé comme tir que celui-là. Non. Je me reprends, pas une erreur, mais c'est le seul but qu'elle a accordé. C'est le seul petit glitch là, dans sa performance d'hier qui lui a empêché d'avoir un blanchissage, mais elle a été parfaite en tir de barrage. Tu sais, donc, ça a été quand même un gros match. Sarah Fillier également, qui a été frustrée là, contre Phillips. Puis, tu sais, on l'a moins vu, Gwyneth Phillips, cette année dans la LPHF. Tu sais, c'est une recrue qui est derrière Mash Meyer, qui a été en feu en début de saison à Ottawa. Donc, tu sais, elle a juste 4 matchs dans la LPHF cette année. Elle a une victoire, 3 défaites. Puis, tu sais, on le sait, il y a quand même un step entre l'universitaire et le professionnel, mais c'est une belle performance de celle, tu sais, qui est quasiment comme, ben pas quasiment, qui est la 3e gardienne de but du côté américain, là. Tu sais, il y a Nicole Hensley et il y a Aaron Frankel aussi qui sont là. D'ailleurs, je me suis demandé comment ça se fait que Maddie Rooney n'était pas là. Parce que Maddie Rooney
elle a des stats incroyables cette année là, dans la LPHF. Tu sais, c'est en bas de 2 buts. Elle a une moyenne de 1,96. C'est la gardienne numéro 1 à Minnesota. Là. Tu sais, Hensley, elle n'a pas des super stats cette année. Puis juste pour le fun, j'ai été fouillé. Puis Rooney n'a pas fait de la série de la rivalité depuis 2022. Je sais pas pourquoi. C'est Hensley qui est là. C'est Franco qui est là. Puis on a eu Phillips. Puis il y a quelqu'un d'autre également qui a été Levy. Abby Levy qui a aussi gardé Lévis. Gardé les buts à Lévis. Elle a gardé aucune vie. C'est garder des buts. Mais Maddie Rooney, tu sais, qui connaît une bonne saison, c'est pas pourquoi on l'a pas ramené encore. Mais bon, je vous en parlerai tantôt. C'est pas la seule mauvaise décision que l'équipe américaine a prise durant la semaine. Bref, je voulais mentionner la performance de Gwyneth Phillips là, qui a été solide devant le filet. Le 21 janvier contre Minnesota, justement, contre Maddie Rooney. Est-ce que ça a eu un impact? Probablement pas, mais des fois, c'est juste d'essayer dans des séries rivalités, d'essayer des nouveaux changements. On le sait qu'ils sont en processus d'apprentissage des joueuses, puis de voir qui va être sélectionné pour les Olympiques. Mais là, si tu dis, ça fait depuis un certain moment qu'elle n'a pas été appelée pour la série rivalité, c'est pas nécessairement le bon signe pour Rooney. Oui, non, puis tu sais, je suggérais pas de remplacer Phillips par Rooney, mais peut-être de remplacer Hensley par Rooney, tu comprends? Mais bon... mais Hensley, elle a-tu été... Il y a eu des matchs qu'elle a été... Je sais pas si elle était malade ou a été blessée. Oui, je pense qu'il y a des raisons là, qui ont mené à ce que Rooney joue un peu plus souvent. Tu as peut-être raison, mais en même temps, tu sais, quand tu regardes ses stats... Tu sais, elle a 5 matchs cette année, Hensley. C'est une moyenne de 3,10, un pourcentage d'arrêt de 882. Oui, elle a 3 victoires, mais quand même, tu sais, c'est pas des stats qui sont nécessairement percutantes comparativement, surtout à celles que Maddie Rooney a. Mais bon, Daniel Sauvageau, lundi, lorsqu'on l'a rencontré, puis je vais en parler. En fait, m'a faire un beau lien avec mon hot take de la semaine parce qu'on s'en va vers ce segment-là de toute façon. Lundi, c'est sûr qu'à l'entraînement, le cas d'Abby Boring a fait jaser, là. Je vous le cacherai pas. Ça a sorti les articles à gauche puis à droite. Ben, écoute, c'était pour moi, c'était une incompréhension qu'elle soit pas nommée sur l'équipe originale quand on a dévoilé la formation. Et là, une fois que tu as 4 attaquantes qui sont blessées et qui ne seront pas là, et que tu n'invites pas Abby Boring, là, pour moi, je veux dire, c'est... Ça marche pas. Je comprends encore moins. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, 2 de ces joueuses-là, c'est des joueuses, des coéquipières de Boring avec Montréal, qui ne connaissent pas seulement une bonne saison, là. Maureen Murphy a joué avec les séries de la rivalité avec les États-Unis l'an dernier, avec la série de la rivalité. Je le comprends. Mais cette année, c'est 2 points en 12 matchs pour Maureen Murphy, qui a été rétrogradée au 4e trio, qui a été utilisée comme 13e attaquante. Et, encore pire, Claire DeGeorge. Claire DeGeorge! Elle n'a même pas joué le dernier match. Elle n'a pas joué le dernier match. Elle n'a aucun point en 13 games. Elle a eu 1 point en, je pense, 30... j'ai la stat ici, là. En 23 games, incluant les séries, elle a eu 1 point l'an dernier. Elle a été invitée, là. Elle n'a même pas re-signé à Minnesota. Et tu l'invites, mais tu n'invites pas Abby Boring. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Puis ce que j'allais dire par rapport à Phillips, puis à Maddie Rooney, tout ça, c'est Daniel Sauvageau qui dit dans son point de presse, lorsqu'on l'a rencontré lundi, est-ce que les équipes comme Équipe Canada, Équipe États-Unis vont commencer à regarder justement les stats, les débuts de saison des joueuses dans la LPHF? C'est relativement nouveau pour eux, d'avoir cette réalité-là. Et est-ce que ça devient, est-ce que c'est justement pas un réflexe en ce moment? Dans la Ligue nationale, c'est sûr qu'avant de choisir les joueurs pour, mettons, la Coupe des 4 Nations, on va regarder ce qu'ils ont fait, on va regarder leur jeu dans leur équipe respective, on va regarder les statistiques. Mais est-ce que c'est le réflexe en ce moment du côté USA Hockey puis de Hockey Canada? Je le sais pas.
Mais c'est sûr Hockey Canada, je pense qu'ils se sont quand même bien ajustés. Tu sais, Gina Kingsbury est directement impliquée dans la Ligue de la LPHF. Puis, tu sais, on en a parlé à maintes reprises avec Kristen Campbell, qui est sa propre gardienne, qui ont laissé de côté, puis ont décidé d'aller avec Schroeder. Donc, pour le volet du hockey du côté Canada, je pense qu'ils regardent beaucoup plus. Maintenant, du côté des États-Unis, je ne sais pas c'est quoi leur implication, là, mais il ne semble pas y avoir... Je ne sais pas, mais je vais juste souligner une chose, puis je ne veux pas partir de marde, là. Mais c'est quand même... Ça fait mal quand tu dis ça, Pat. Je le sais. T'sais, on parle d'Abby Borin, qui a joué au Minnesota l'an passé. Là, on parle de Maddie Rooney, qui joue au Minnesota. Je ne veux pas aller dans le dossier Rooney, je le connais moins, ce dossier-là, mais je connais très, très bien le dossier d'Abby Borin. Il y a quand même quelqu'un au Minnesota, puis, tu sais, j'ai écrit un article là-dessus où je pose des questions. C'est vraiment des questions que je pose, parce que j'ai pas plus une réponse définitive. Mais, ou en tout cas, une réponse que je suis capable de vérifier à 300%. Mais je pose des questions. Pourquoi Abby Borin n'est pas là? Est-ce que c'est ça? Clairement, c'est pas sa saison, là. Elle connaît une très, très bonne saison. Au moment de la sélection originale de l'équipe, c'était la 5e meilleure attaquante en termes de... Je vais reformuler. La 5e meilleure pointeuse chez les Américaines dans la LPHF. Donc, c'est pas ça le problème. Est-ce que c'est le fait qu'elle n'a pas joué avec des équipes américaines plus jeunes? Tu sais, on le sait des fois, quand t'es pas dans le système, t'es un peu des fois ignoré. Ben, Izzy Daniel puis Manon McMahon n'ont pas joué non plus dans ces équipes-là plus jeunes. Donc, ça semble pas être ça la raison. Le personnel d'entraîneur qui est là et de direction, Rob Luski, Katie Million, la DG, le coach Rob Luski, puis la recruteuse en chef, Skarupa, je veux dire, ils n'ont jamais eu à dealer avec Abby Borin. Ils sont en poste depuis 2 ans et moins, là. Ça fait 1 an que Skarupa est là, puis Million puis le coach sont là depuis 2022 seulement. Fait que c'est pas ça le problème non plus. Alors, il reste une seule question que j'avais à poser, ben, y a-tu de la politique en arrière de ça? Tu sais, on sait que la capitaine à Minnesota, elle pèse énormément dans l'influence qu'elle a sur les équipes pour lesquelles elle joue, Kendall Coyne. On sait les problèmes que Minnesota a eu l'an dernier, tu sais, avec le départ de Natalie Darwitz à la tête de l'équipe, avec tout ce qu'on a lu et entendu sur ce dossier-là. Alors, tu te dis, est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là? Parce qu'à un moment donné, je manque d'explications, là. J'essaie de trouver un raisonnement. Tu sais, sur l'équipe originale, je trouvais que c'était pas correct, mais bon. Mais là, quand on ajoute 4 autres attaquantes, là, je veux dire, là, c'est flagrant. Puis 2 filles de la force qui ont vraiment des bonnes pas de la force, c'est de la victoire. De la victoire. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire la force. Ben non, on sait pas pourquoi. J'ai joué pour la force. La victoire. Mais, tu sais, c'est un peu insultant. Pour vrai, je me mets dans cette situation, puis ça me ferait chier, là. Puis, tu sais, devant nous, là, elle le prend, là. Tu sais, elle le prend super bien, là. Tu sais, elle répond les bonnes choses. Je peux pas contrôler ça. Je move forward, je regarde en avant, puis je suis content d'être à Montréal, puis de jouer à Montréal, puis, tu sais, ma saison va bien, puis je suis contente. Mais, tu sais, j'ai eu la chance de parler à Abby, tu sais, on the side, puis clairement, tu sais, elle me l'a pas dit dans ces mots-là, mais, tu sais, tu ressens que, tu sais, elle a une certaine déception. Qui ne serait pas déçu avec la saison qu'elle a? Puis même ton rêve en tant que jeune hockeyeuse, là, c'est sûr que c'est ça d'aller aux Olympiques, de participer, de jouer pour ton pays. Puis c'est normal qu'elle va répondre des choses comme ça, parce que tu peux pas dire non, je suis fâchée, puis c'est... Mais c'est sûr que ça va être de continuer, puis peut-être que c'est une leçon qu'ils vont apprendre, puis que peut-être elle va être sélectionnée justement pour la sélection des Olympiques. La seule chose que je me questionne, c'est que est-ce que dans ce cas-ci, les filles qui manquaient, est-ce qu'ils voulaient chercher à combler un poste de 4e trio? Mais ça, c'est de la bullshit pour moi. Je sais, quand vous parlez, là. Mais dans le sens qu'il n'y a aucune raison pour laquelle, avec les 4 blessés, pourquoi elle n'aurait pas eu raison d'avoir une chance. Tu sais, regarde juste le line-up d'hier là, des Américaines. Là. De George, McMahon, Daniel ont joué sur le 4e trio. Fine. Mais Maureen Murphy a joué sur le 3e trio avec Curl et Hughes.
Tu vas me dire qu'Abby Boring n'aurait pas pu jouer avec Curl puis Hughes? Ah, je te supporte à 100%. Tes questions sont les mêmes, sont les miennes. Ouais. Ben, merci de me supporter, c'est apprécié. Hey, bon, ça, c'était mon hot take. Ton hot take, Kim? Moi, c'est Laskova. Oui, Dominika Laskova. Ouais, la dernière nouvelle qu'on a eue d'elle, elle a pratiqué avec un chandail rouge. Oui. Puis là, qu'est-ce qu'on a su, c'est qu'elle va faire son retour au jeu avec son équipe, son pays, la Tchéquie, et non avec la victoire. Fait que là, moi, je me pose la question, tu sais, réellement, là, c'est sûr qu'elle veut représenter son pays. Ça, c'est sûr. On vient de le dire. Ensuite, tu l'as dit, tu veux représenter ton pays, tu veux porter les couleurs. Mais est-ce qu'elle est prête à 100% d'un retour au jeu, premièrement? Puis si oui, ben peut-être que ça aurait été le fun de jouer, tu sais, un des derniers matchs, ou peut-être qu'elle n'a même pas sa place non plus dans l'alignement avec la victoire, là. Mais moi, je trouve qu'elle se met dans une position d'une risque de blessure. Puis revenir, voir est-ce qu'elle va finir sa saison avec la victoire. Peut-être qu'elle va même demander un échange parce que, personnellement, les défenses qui sont là en place, tu sais, à l'instant, ce qu'on se parle, je ne sais pas si elle est capable de rentrer dans l'alignement. Wow! Ça, pour moi, c'est un plus gros. Ça, pour moi, c'est un plus gros hot take qu'elle ait joué en Tchéquie, là. Wow! Non, mais c'est vrai, tu sais, tu te poses la question parce que là, présentement, elle met en priorité les champions. C'est les champions, les championnats qui ont. C'est non, c'est le women's. Non, même pas. C'est le Women's Euro Hockey Tour, une compétition de 3 pays avec la Suisse et la Finlande. OK, bon, parfait. Parce qu'il y a un autre, il y a la France aussi, il y en a plusieurs là, en même temps. Là. Ça, c'est les qualifications olympiques. Merci. Donc, c'est autre chose. C'est ça. Ils se qualifient. Bon, parfait. Il y a trop de championnats en même temps. Oui, non, c'est ça. C'est là que, par exemple, la gardienne de la victoire, Sandra Abstreiter, est, parce qu'elle joue pour l'Allemagne dans ces qualifications olympiques-là. Parfait. Bon, ça, c'est une parenthèse, on la referme. Mais oui, fait que tu vois, j'ai 2 hot takes dans un. Fait que moi, c'était qu'elle faisait son retour avec la Tchéquie et non avec la victoire. Et là, la question, c'est quand elle va revenir. Là, on va avoir un match le 15 février. Est-ce qu'elle va être de retour? Peut-être pas. Mais quand elle va être de retour avec l'équipe, est-ce qu'elle va avoir une place dans l'alignement? Et je crois que la réponse est non, malheureusement. OK, il y a 2 affaires là-dedans. On va, pour utiliser ton expression, on va rouvrir la parenthèse de la Tchéquie. Parce que je me suis posé des questions par rapport à ça quand j'ai vu ça. Sur le coup, ça m'a troublé en me disant, ben voyons, comment ça se fait que... Parce que dans le fond, on a su ça parce que la Victoire a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elles avaient 14 joueuses qui étaient pour jouer dans des compétitions internationales. Bon, évidemment, je pense qu'il y en a 8 ou 10 là, qui sont à la série de la rivalité. Canada-US, oui. Oui, c'est ça, Canada-US, il y en a quand même beaucoup. Bon, il y a les Suédoises, il y a Shelbin puis Ljungblom qui sont avec la Suède, il y a Abstreiter avec l'Allemagne, et là, il y a Laskova avec la Tchéquie. Je suis comme, Laskova avec la Tchéquie? Puis, tu sais, j'imagine qu'elle s'en va pas là pour réchauffer le banc, là. Tu sais? Mais on n'a pas toujours le résultat. Là. Il y a un match aujourd'hui, là, on est le 7 février, il est 4 heures l'après-midi au moment où on tourne ça, et je ne suis pas capable de vous donner un résultat par rapport à ce match-là encore. Donc, je ne sais pas, je vais même, pendant qu'Anso va parler tantôt, je vais faire un petit refresh, mais en fait, je peux le faire tout de suite. Je l'ai ici, je ne sais pas pourquoi je voudrais attendre. C'est ça, j'ai toujours pas de résultat. C'est dur de faire 2 choses en même temps pour toi, Pat. Wow! Ça, c'est un hot take. Et puis, je me suis posé une question. Je t'ai dit que c'était pas tout le monde qui allait être d'accord, mais ça, je pense que tout le monde peut être d'accord. Non! Bon, OK. Je vais me revenger. Tout ça pour dire que il y a cette réalité-là dans la LPHF où, tu sais, admettons, là, une joueuse, là, parce que Laskova, là, mon Dieu, je m'en vais dans tous les sens. Laskova n'a pas joué depuis plus d'1 an ou à peu près 1 an. Je pense son dernier match. Elle s'est fait opérer avant toi, Anso. Là. En mars, de mémoire, qu'elle s'est fait opérer. Anso? Elle confirme. Ah oui, excuse-moi. Un signe de oui. Avec un signe, ben oui, tu sais, parce que tout le monde sait que faire oui de la tête, tout le monde va l'entendre. Son dernier match... Regardez pas, tu vois, Pat, t'as pas capable de faire 2 choses en même temps. Non, parce que moi, je suis en train de trouver la vraie réponse. C'est le 27 janvier, son dernier match. 27 janvier 2024. Donc, ça fait plus d'1 an qu'elle n'a pas joué. Même situation arrive dans la Ligue nationale de hockey. C'est clair que ce joueur-là s'en va jouer 2-3 matchs dans la Ligue américaine.
C'est sûr que ça va pour se préparer. C'est officiel. Il n'y a pas de Ligue américaine dans la LPHF. Alors, je me dis, bon, OK, je peux comprendre que tu ne vas pas la ramener tout de suite. Puis tu te dis, bon, ben, on va la prêter à la Tchéquie. La Tchéquie, elle va pouvoir jouer 2 matchs, puis au moins, ça va enlever la rouille un peu. Le problème que j'ai avec ça, c'est que contrairement à la LNH et la Ligue américaine, bon, premièrement, la Ligue américaine, c'est une équipe qui appartient à l'équipe de la Ligue nationale. C'est un environnement qui est contrôlé par l'équipe. Tu vas avoir une discussion avec le coach. Puis je comprends que Daniel parle avec tous les dirigeants des autres équipes internationales. Puis elle a sûrement parlé avec les gens de la Tchéquie sur des trucs ou peut-être même l'utilisation de l'Astrova. Mais pour moi, le plus gros problème là-dedans, c'est que si tu joues dans la Ligue américaine, tu te blesses à ton retour, t'es couvert parce que c'est le club école de ton équipe. Si l'Astrova se blesse en Tchéquie, elle ne joue pas dans la LPHF, elle ne sera pas couverte parce que c'est sûr que la LPHF va dire ben tu t'es blessé, mais tu t'es pas blessé en jouant pour nous autres. C'est comme si tu te blessais l'été dans la ligue de Zach Foucalé, là. Tu comprends? Mais est-ce que c'est la même chose pour les de la série Rivalité? Canada-États-Unis? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que n'importe quelle blessure qui arrive à l'extérieur du cadre de la LPHF, c'est pas la LPHF qui est responsable. Mais tu sais, sous leur équipe, sous leur l'onglet de l'équipe nationale, il doit y avoir un certain nombre de... Et là, ils ont un contrat avec eux, là. Ben, il y a peut-être... Ben, y a-tu un contrat? Ben, je sais pas, là, ils sont... Ben, je comprends que... Qui est associé avec, là. Je comprends si tu te blesses... Ben, je comprends si tu te blesses avec la Tchéquie. Tu sais, la Tchéquie va sûrement prendre en compte, tu sais, je sais, si tu te blesses avec Team Canada va te donner les moyens de revenir sur la glace, là, je comprends. C'est probablement la même chose avec la Tchéquie, là, évidemment, j'ai pas l'info, mais oui, mais en même temps, c'est une perte pour la LPHF. Tu comprends? Je trouve que la ligne est mince entre... Ben, on n'a pas de système de club-école qui permet à une joueuse de revenir sur la glace, mais on n'a pas non plus... on veut, tu sais, on veut que la joueuse prenne un peu, tu sais, enlève un peu de rouille, il faut l'envoyer à quelque part. Je trouve que c'est comme pas une situation idéale, puis je trouve qu'il y a des faiblesses dans les deux façons de penser. Et au final, ben, ça m'a comme un peu surpris, pareil, de voir l'Astrova jouer là-bas. Bon, je me suis assez tiré là-dessus parce que je vais revenir sur ton vrai hot take, Kim. Ton vrai hot take, wow, je m'attendais pas à ça. Moi, j'adore ça. Parce que... Il était pas prêt. Ben non, je le sais. Tu fais des hot takes, Kim, puis tu t'en rends même pas compte. J'adore ça. Mais, OK, on regarde la défense de Montréal, là. OK, Kayla Barnes, Erin Ambrose, Amanda Boulier, Katie Tabin, Anna Wildgren, Anna Shelbin et puis Maria Keppel. Tu me dis, toi, que Dominika Laskova n'a plus sa place dans ces sets-là? Ben, peut-être dans la 7e, mais la 7e, est-ce qu'elle joue? Non, elle joue pas. C'est qui la 7e en ce moment à Montréal? Ben, c'est sûr. De la façon qu'il joue, moi, je trouve que c'est Shelbin. Oui, effectivement. Parce que dans les derniers matchs de mémoire, elle était quand même laissée un peu plus de côté, là. Elle n'a pas joué le dernier ou l'avant-dernier match, Shelbin. Oui, ben je pense que c'était l'avant-dernier parce que le dernier, c'était de George. Ouais. Ça veut dire qu'il jouait à 12 puis 7 défenses. Puis là, ben le dernier match, il y avait Capo qui avait eu une blessure. Je sais pas, on dirait qu'elle avait... elle s'était fait frapper à la main ou en tout cas, elle est revenue au banc, là. Je sais pas ce qui est arrivé là-dessus. J'ai pas suivi le dossier, là. Il y a 5 défenseuses à Montréal qui ont joué la totalité des 14 matchs. Ambrose, Barnes, Keppel, Tabin puis Wildgren. Boulier, on le sait, elle a été blessée, elle n'a joué juste 9. Et Shelbin n'a joué 13, donc n'a manqué 1. Ouais. Bon. Donc, mais tu sais, peu importe. Tu sais, Laskova, je la connais pas personnellement, là, mais je sais pas si elle va accepter d'être sur le banc et ne pas jouer. Tu sais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut du temps de glace, qui veut toucher. Moi, l'année passée, elle ne m'a pas nécessairement marqué. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus physique, mais sans plus. Là, je me souviens pas d'elle sur la glace l'année passée. Je vais diriger la question à Anso parce qu'elle a joué avec les deux. Laskova ou Keppel?
Ben, Laskova, elle n'a pas joué tant de matchs, là, pour être honnête. Hum? On a joué une coupe, mais l'année passée, combien de matchs qu'elle a joué? Elle en a joué 7. Ouais, j'ai pas de souvenir d'elle l'année passée. Mais ces 7-là, tu as joué avec Anso. Qu'est-ce que tu as vu de Laskova? Ou qu'est-ce que tu aurais aimé voir et que tu n'as pas vu? Ben, Laskova, c'est une fille qui aime toucher la rondelle, qui aime, elle passe souvent dans du filet, elle veut patiner avec la rondelle. Il ne faut pas oublier que cette fille-là, quand elle a joué avec le Toronto Six, était une attaquante. Fait que je ne sais pas si réellement elle est une joueuse de défense ou une joueuse d'attaque qui s'est transformée, mais quand elle jouait avec Toronto, elle était une attaquante. Donc, est-ce que ça peut être un point pour l'équipe de Montréal? Je ne le sais pas. Mais c'est ça. C'est une fille qui aime apporter la rondelle au filet. Elle a une bonne vision du jeu. Honnêtement, cette fille-là, Laskova, elle voit bien le jeu. Puis elle aime distribuer la rondelle. Est-ce qu'elle a eu l'impact qu'elle voulait l'année passée? Je ne le sais pas. Je pense que le jeu était assez rapide et assez physique. C'est une fille qui est quand même, sur la glace, là, elle est quand même, quand elle ramasse quelqu'un, elle est capable de ramasser quelqu'un comme il faut. Là. Mais comme tu dis, Kim, je pense pas qu'on l'a vu énormément s'impliquer physiquement autant qu'elle aura peut-être voulu. Parce qu'elle peut avoir un gros impact. Kepo, j'ai l'impression qu'avec le temps, au départ, c'est une fille qui avait pas de contrat, qui est venue au camp d'entraînement, qui a fait sa place. Puis, avec les années, en fait, depuis l'année passée à cette année, je trouve que c'est une fille qui a gagné en confiance. Puis, tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu recherches aussi niveau... tu sais, t'as ton premier duo, ton deuxième duo, ton troisième duo. Donc, ça dépend qu'est-ce que l'équipe recherche. Mais chaque joueuse ont leur pour et contre. Mais je pense que Capo est encore en train à gagner en confiance, d'apprendre à jouer avec ce style de jeu-là. C'est une fille qui est grande, qui peut s'impliquer physiquement, qui peut encore en donner plus que qu'est-ce qu'elle nous en donne, je crois. Ben écoute, ça va être un dossier intéressant à suivre. J'aime le fait que Laskova pourrait être utilisée à l'attaque, peut-être. T'sais, on n'a pas, en ce moment, sur l'équipe de réserve, il y a une seule attaquante qui est Gabrielle David. Donc, d'avoir une joueuse qui peut jouer peut-être aux deux positions, si besoin est, ben peut-être que ça pourrait venir remplir un besoin de l'équipe alors qu'on va approcher vers qu'on va faire la deuxième moitié de la saison, puis vers les séries éliminatoires. Ça peut être aussi une monnaie d'échange également, si on va aller chercher un besoin, un besoin. Parce que je me questionne, tu sais, niveau. Là, je connais pas exactement les chiffres, là, niveau du cap salarial, mais admettons qu'elle revient, elle avait un contrat de 2 ans. Oui. Je connais pas son salaire, je connais pas le salaire. Admettons qu'on se dit, ben regarde, c'est Shelbin qui sort, ça fait dessus. Tu sais, ça aussi, je pense qu'il faut prendre ça en considération pour pas dépasser le cap salarial. Oui. Non, c'est un bon point aussi, c'est un bon point. Shelbin qui a signé pour une seule année, donc tu te dis à 1 an, il y a des bonnes chances que ça soit le minimum. Ben, d'après moi, si quelqu'un qui signe un 2 ans va avoir probablement un meilleur contrat qu'une fille qui signe 1 an. Oui. Oui. Non, c'est un bon point. C'est un bon point à amener. Bref, ça va être intéressant à regarder. Film du 2-pour-1 pour Kim dans ses hot takes. J'adore. Anso, ton hot take de ton côté? Ben moi, j'ai été un peu surprise hier du match dans la série Rivalité. Quand on est allé en tir de barrage, qu'on envoie Brianne Jenner comme premier lanceur. Après ça, on envoie Marie-Philippe Poulin. Puis après ça, on envoie Jamie Lee Rattray. Donc, c'est sûr que quand je me suis dit, OK, il envoie Jenner, elle joue contre Phillips, peut-être elle connaît sa gardienne. Est-ce que c'était la stratégie derrière tout ça? Oui, parce que les deux jouent à Ottawa. Oui. Exact. Les deux jouent à Ottawa, donc elle connaît un peu, elle pourrait connaître ses faiblesses. Mais, tu sais, je regarde une fille comme Jenner qui a eu un seul but depuis la saison. C'est pas sa meilleure saison en carrière. On le sait qu'elle a été blessée. En début d'année, elle avait manqué le premier match contre Montréal. Puis là, je pense qu'il y avait aussi une blessure au genou là, qu'elle avait eue. En tout cas, elle s'était fait frapper. Elle est sortie, mais elle est revenue, oui. C'est ça. Fait que, est-ce que ça, il y a des effets un peu, je vais dire, secondaires, parce qu'elle se retrouve sur quand même sur l'affichage de l'alignement. C'est quand même sur le 4e trio, là. Puis Rattray se retrouvait comme 13e attaquante. En plus. C'est ça. Fait que là, tu sais, je me dis, moi, ma question, c'est, OK, est-ce que tu veux gagner ou tu veux essayer de tester tes filles puis voir un peu qu'est-ce qu'ils sont capables de te donner? Parce qu'une fille comme Sarah Fillier, qui n'est pas envoyée, tu sais, t'envoies Marie-Philippe Poulin, c'est un no-brainer. Mais si tu veux essayer d'analyser ou d'essayer des filles, ben, envoie pas Poulin. Dans le sens qu'elle essaye d'envoyer d'autres filles. Mais là, tu envoies Poulin, fait qu'à quelque part, tu veux essayer de gagner.
Ben, envoie Filier, envoie peut-être Turnbull qui est hot. Elle vient de faire un but, elle est à la maison. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure fille en échappée, mais tu sais, quand tu as un joueur qui est dans. En tout cas, elle vient de marquer, ça faisait quoi? 5 minutes qu'elle venait de marquer? Oui. Donc, c'est plus ma. Sarah Nurse était là, Sir Dackney, pour moi, aurait été des meilleurs. Parce que Sarah Nurse? Ouais, qui avait comme je pense qu'elle avait une petite blessure au genou ou à la cheville. Elle avait eu un contact, mais je ne sais pas si elle est revenue. Oui, peut-être qu'elle n'était pas à 100% rendu là, mais une Danielle Serdachny, par exemple, qui aurait peut-être été un meilleur choix, je trouve que. En tout cas, moi aussi, ça m'a vraiment surpris de voir Jimmy Lee Rattray. J'ai comme OK. Surtout Poulain n'a pas scoré, Jenner n'a pas scoré. Tu fais comme OK, tu as vraiment besoin d'un but, là. Puis tu sais, t'envoies, le Rattray, elle n'a pas joué dans le 3 contre 3. T'envoies quelqu'un qui est peut-être un peu plus froid. C'est pas évident là, pour la joueuse non plus là, d'essayer de dire OK, oui, c'est juste un tir de barrage, mais quand même, quand t'es rendu froid, c'est plus difficile. Fait que je me suis juste questionnée à savoir, c'était quoi l'angle derrière tout ça, de dire est-ce qu'on veut essayer d'analyser nos joueurs ou qu'est-ce qu'on veut avec tout ça. Fait que je me suis posé la question, puis on verra. Peut-être qu'ils voulaient garder les matchs serrés pour que ça soit un match compétitif pour la prochaine partie. C'est drôle parce que je vais faire un lien avec les prédictions, si on s'en va dans les prédictions, parce que moi, ce qui m'a frappé, en plus du match d'hier, c'est que pour la 3e année consécutive, on s'en va dans un match ultime, là, dans la série de la rivalité. L'année passée, il y a 2 ans, le Canada avait perdu les 3 premiers matchs, ils ont gagné les 3 suivants, puis les 2 fois, ils ont gagné le match ultime, donc il y en a 4 de suite. Et là, on s'est échangé des victoires et des défaites pour se rendre dans un autre match ultime. Le gars de lutte en moi, il se pose bien des questions, là. Moi, finalement, moi aussi, j'aurais une place pour Netflix, Pat, si jamais. Allons vers les prédictions, justement. Puis juste avant de rentrer dans la première prédiction qui va être Canada-États-Unis pour le match de samedi, un petit retour sur notre résultat jusqu'à présent. Donc, j'ai le bonheur d'annoncer à tout le monde que moi, Kim et Anso, on a 21 bonnes prédictions sur 42, ce qui nous fait chacune 50% de bonnes prédictions. On est égal. La semaine passée, Anso, on avait une de plus que toi et moi, Kim. Et là, on a rattrapé Anso avec 3 bonnes prédictions dans la dernière semaine contre seulement 2 pour Anso. Qu'est-ce qu'il faut dire? Là, j'aimerais quand même mentionner, je veux défendre mon point, que Carpenter, je l'avais choisi. J'ai décidé de changer parce qu'il était à l'extérieur de l'alignement. Ça change quand même la donne. J'aurais pris Montréal, mais j'ai resté fidèle. J'ai resté avec New York. Puis, mais je pense. OK, Georges Larac, là, qui veut absolument trouver des défaites parce qu'il n'a pas gagné, là. Non, puis en plus, vous l'avez mentionné avant le match. C'est pas des choses que je vous ai mentionnées après le match, là. Hey! C'est pas Pat, là. Déjà qu'on t'a permis de changer ta joueuse. Mais crème, mais pas là. Tu fais des prédictions 2 jours à l'avance. Ben oui! Absolument. Écoute. C'est normal que tu vas changer. C'est correct, mais il faut que tu assumes à un moment donné tes choix. On fait nos... Mais je vais juste quand même mentionner. Oh oui, tu veux un astérix à côté de ton nom. Je comprends. Je comprends. Astite compétitive de tabarnouche. Canada-États-Unis, samedi. Donc, 2 derniers matchs de la série de la rivalité. On sait que c'est seulement 5 matchs cette année. Over-under 5.5 buts. Ça finit 2-1 hier en tir de barrage. Over-under 5.5. Kim? Moi, j'y vais avec under. Under, moins. Plus ou moins, Anso? Moins aussi. Moi, j'y vais avec moins, moi aussi. Ça risque d'être un duel entre Franco et Mashmeyer, j'imagine. Vu que Desbiens a gaulé hier, ils vont sûrement faire gauler Mashmeyer, Franco du côté des États-Unis. Donc, je pense que ça va être un autre duel de gardienne de but, et je serais bien surpris là, qu'on score, que ça se finisse 6-3. Qui va marquer dans le match? Anso? Je vais y aller avec Hilary Knight. Qui a marqué en tir de barrage hier. Oui. Il a tendance à être capable de faire mal au Canada. Je vais y aller avec Hilary Knight. Toi, Kim? J'avais mis son nom initialement, mais je l'ai effacé puis j'ai mis Filier. OK, Sarah Filier. Au Canada. Ouais. T'as pas mis Britta Curl?
Ben non, c'est vrai. C'est vrai. Ben écoute, moi, je vais être le choix facile, vu que vous ne l'avez pas pris, Marie-Philippe Poulain. La Captain Clutch, la dame des grandes occasions. C'est un match ultime. S'il y a des chances que quelqu'un du côté canadien marque le but de la victoire ou le but égalisateur ou le premier but du match, ben je pense que c'est le but du Canada ou de la victoire? Oh! Crème! J'aime ça parce que Kim a fait des doubles takes, des doubles hot takes puis des jeux de mots. J'adore ça. J'adore ça. Je me dégêne, c'est pour ça. C'est correct, ça. C'est correct, on aime ça. On aime ça. Qui va gagner Canada, États-Unis? Kim? Canada pour moi. Anso? J'ai vu ton choix avant. Je sais, c'est ça, hein? Tu fais comme moi, là. Moi je vais prendre... Hein? Moi, je prends Canada. Moi, je prends Canada. Vas-y, prends les États-Unis. T'es pas game. T'es pas game. Parce que tu veux que... T'as dit la Unite. Puis, ça veut pas dire... Puis, parce que là, je me questionne. Je vais vous expliquer mes raisonnements. Okay? Qui a parlé? Attends, qui a parlé de Franco tantôt au début? Moi. C'est toi. En fait, t'as parlé de Franco. T'as choisi la Unite. Si tu prends pas les États-Unis, là, je trouve ça hypocrite. Pourquoi? Parce que je te force à prendre les États-Unis, je sais. Mais j'ai le goût que le Canada gagne. Tu sais, ils sont à la maison. Juste pour me faire chier, je vais prendre le Canada. Bon. Fait que ça risque d'être une autre semaine où on va être égal, ou tout dépendamment de qui marque un but du côté de Canada-États-Unis. Passons à la deuxième prédiction. Et là, on fait un petit spécial Super Bowl ce week-end parce que les Chiefs de Kansas City vont affronter les Eagles de Philadelphie. Et comme j'ai dit tantôt, je veux pas du tout qu'on aille vers combien de passes de toucher Mahomes va faire ou combien de verges, de combien d'attrapés Travis Kelce va faire. C'est pas là qu'on va du tout. Oui, on va avoir quand même qui va gagner le match, parce que ça, c'est... Puis, mais tu sais, bien basic, là. Pas de spread, rien, là. Très, très, très de base. Mais deux autres prédictions que je vais vous entendre que je trouve un peu rigolotes. Puis, il y a quand même des odds là-dessus, puis il y a quand même, tu sais, tu peux parier là-dessus officiellement. C'est quand même fou, là, qu'il y ait des paris là-dessus, là. Oui. Alors, le premier, c'est combien de fois Taylor Swift sera montré à la caméra pendant le match? Et ça, c'est la clé de la question. Pas dans le pre-game show, pas une fois le match terminé, mettons, sur la route, sur le terrain avec le trophée ou rien de ça, pendant le match. Je vous donne le nombre de fois qu'elle avait été montrée. L'an dernier au Super Bowl, c'était 11 fois. Alors, mon over-under est à 10,5. Est-ce qu'elle va être montrée plus ou moins de 10,5 fois, Taylor Swift, lors du match? Kim, de ton côté? Moi, je dis moins. Là, un moment donné, on a compris. Là, c'était hot l'année passée, mais là, on le sait. Là, fait que passe à autre chose. Kim! Mais non, mais c'est vrai. Là. Hot take numéro 3 pour Kim. Puis, wow! Puis Trump va être présent. Fait qu'il me reste de splitter le temps d'écran aux deux. Qui va être là, t'as dit? Donald Trump. Ah! Le Wow! président, je pense, à être assis à un Super Bowl. Wow! Wow, c'est fou, ça. Que ce président-là, apparemment, il change d'idée comme entre 53 et 57 du temps. Ça se peut qu'ils disent qu'il y va, et que finalement, il change d'idée, juste comme les tarifs. Là. Tu sais, là, il met les tarifs à 25 finalement, on décale ça de 30 jours. J'allais dire, est-ce qu'on va voir Trump 25 plus souvent que Taylor Swift? Là? C'est ça la question, là. C'est bon. 3 points supplémentaires si la réponse est oui. Anso, de ton côté, plus ou moins 10,5? Moi, je vais y aller avec plus parce que j'ai entendu dire, on va se le dire, que Kevin Raphaël allait prendre un shot à chaque fois que Taylor Swift allait apparaître à la télé. Donc, Taylor Swift va apparaître plus de fois que... Ouais, mais connaissant la tolérance d'alcool à Kevin, ils ont juste besoin de la montrer 3 fois, puis déjà, ça va être trop pour Kevin. Moi, je vais y aller avec moins, parce que cette année, je pense qu'on l'a moins montré durant les matchs des Chiefs que l'an dernier. Alors, je me dis, basé là-dessus, règle de 3, on va y aller avec moins pour le Super Bowl. Quelle couleur sera le Gatorade déversé sur le coach gagnant? Et là, je vous donne juste quelques petites statistiques. Donc, historiquement parlant,
j'ai ça ici, là. Historiquement parlant, 21% depuis 2001, OK? C'est Orange qui mène avec 21%. En fait, il l'a eu 5 fois. Orange a été là 5 fois. Clear, c'est-à-dire clair, là, comme couleur eau. Couleur eau, bleu, mauve et aucun. C'est déjà arrivé qu'il n'y a eu aucun des Gatorade. C'est arrivé 4 fois. Le jaune 3 fois. Et le rouge et le rose n'ont jamais été déversés. L'an dernier et l'année d'avant, c'était mauve. Donc, les 2 derniers Super Bowl des Chiefs, ça a été mauve. Alors maintenant que vous avez les stats, quelle couleur de Gatorade sera déversée sur Andy Reid? Sur le coach. Oh! Ça veut dire que j'assume que les Chiefs vont gagner. J'ai devancé une question. Kim, de ton côté? Ben, moi aussi, j'y vais pour les Chiefs. Puis là, avec les stats que tu viens de me donner, j'avais pas mis ça comme couleur, mais je vais y aller pour mauve parce que j'ai l'impression que ils aiment ça garder leur. C'est une recette gagnante, là. Je comprends. Ils n'ont gagné 2 avec le mauve. Pourquoi pas un 3e? Es-tu en train de dire que les athlètes professionnels sont superstitieux? Pas du tout. Anso? Ben moi, j'aime le Gatorade bleu, fait que je vais aller avec le bleu. Hey, c'est ton préféré? C'est-tu pas bon, le orange? Je pense que c'est la pire ça. Puis qui est arrivé le plus de fois. Non, moi, j'ai le goût qu'il soit bleu. Ben, moi, tu viens de me donner d'abord j'avais déjà mis ça comme réponse, mais je vais encore plus l'assumer. Moi, mon Gatorade préféré à vie, c'est l'orange, là. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que c'est l'orange. Mais je dis pas ça pour contrarier, c'est vraiment l'orange, là. Bon, Anso, quand tu vas acheter la caisse de Gatorade au Costco, tu donneras l'orange à Pat. S'il te plaît, mets-les de côté, je vais toutes les prendre. Et non seulement c'est celui qui a été le plus utilisé, mais c'est aussi le orange qui avait été déversé lors de la première conquête du Super Bowl des Chiefs en 2020. L'année de Laurent Duvernay-Tardif. OK, ouais. Donc, je me dis, ben là, ils vont faire un record, tu sais, s'ils gagnent, parce que ça va être la 3e. Je prends vraiment pour acquis que les Chiefs vont gagner. Je base mes décisions là-dessus, c'est fou. Donc, je me dis, ils vont faire, tu sais, pas un record, mais tu sais, ça va être le premier three-peat depuis... en fait, ça va être le premier three-peat pour le Super Bowl, point, là. Donc, je me dis, ben ils vont peut-être revenir vers, tu sais, le tout premier Super Bowl qu'ils avaient gagné avec cette équipe-là en 2020. Donc, j'y vais avec orange. Qui va gagner? Mon Dieu. Moi, j'ai déjà... je me suis déjà avancé avec les Chiefs. Toi aussi, Kim. Ouais. Moi, il y a une fois, le dernier Super Bowl qu'ils ont joué contre les Eagles, j'avais pris pour les Eagles. OK. Et là. Plus jamais bêter contre les Chiefs. Même si Mahomes est blessé, même si nanana, j'y vais avec les Chiefs. Ça t'a coûté cher, Anso, hein? J'ai appris. Ouais. Là, je vais aller m'acheter des nachos et des ailes de poulet, puis je vais regarder le match. mais les Eagles ont déjà joué, justement, contre les Chiefs. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, exactement. Oui, c'est ça. Puis en 2018, là, c'est la fois... c'est ça en 2000... Ah non, ça, je me mélange de match. Je n'irai pas là. C'est pas un podcast de foot, on va laisser ça à sans restriction football avec Kevin et les 2 frères. Vous irez écouter ça si vous voulez tout savoir. Si vous voulez vraiment miser sur des vrais paris de Super Bowl le plus précis que le Gatorade puis Taylor Swift, allez écouter ça sans faute. Moi, j'avais gagé l'an dernier au Super Bowl. Dès que le Super Bowl a fini, j'ai pris un bet sur les Chiefs pour cette année. Et la mise, c'était 8-1 à ce moment-là. Oh, j'ai mis 10$ parce que moi, je ne gage pas beaucoup dans la vie, mais ça me donne quand même 80$ si je gagne. Je pense que les Chiefs sont à 1,8, 1,9 là, s'ils gagnent. 1,83, il me semble. Ouais, c'est ça, dans ce coin-là. Donc, tu sais, il m'offre 40$ en ce moment si mon pari rentre. Là. Pour me sortir du pari en ce moment, là, je pourrais prendre 40$ puis être correct. Mais bon, tant qu'à l'avoir fait 1 an, m'attendre, tu sais. Mais oui. Hey, je veux terminer en parlant du RSEQ. Parce que ce que vous ne savez pas, pour ceux et celles qui écoutent le podcast de façon régulière, ce que vous ne savez pas, c'est que la semaine passée, à la toute fin, on parlait du RSEQ. Puis on se disait, bon, les Seniors ont gagné 40 matchs consécutifs en saison régulière. Ils affrontent les Carabins 2 fois en fin de semaine. Des Carabins qui avaient des blessés, qui jouaient avec seulement 10 attaquantes. Et on en jasait, on se disait, ouais, ça va être tough pour les Carabins en fin de semaine. Tu sais,
les Stingers devraient continuer cette série de victoires-là. On fait l'épisode le vendredi. Et dans la soirée, Kim Wanso, je vois la messagerie, le groupe chat. Et je regardais pas, je checkais pas les scores du RSEQ. Et là, vous m'apprenez que les Carabins ont battu les Stingers 6-3. Je fais comme, what? Et là, je me dis, ben, tout ce qu'on vient de jaser dans le pod a plus rapport. Alors, on parle à Bruno qui édite nos podcasts, puis il dit, je suis en train d'éditer votre épisode pour demain. Je dis, scrape la fin, fais juste enlever le segment RSEQ au complet. On l'expliquera la semaine prochaine parce qu'il n'y a plus rapport. Mais les Carabins ont créé la surprise de la saison dans le RSEQ avec seulement 10 attaquantes, parce qu'il faut savoir, c'est Isabelle Leclerc avait amené 2 joueuses de développement pour s'asseoir sur le banc pour avoir un minimum de 12 attaquantes, mais elle savait qu'elle ne jouerait pas, ces joueuses-là, à moins de blessés. Alors, ils ont joué à 10 attaquantes et ils ont gagné 6-3, pas 2-1, là, 6-3. Ça m'a abasourdi. Et j'ai parlé à Isabelle Leclerc dimanche lors du 2e match contre les Stingers. Puis, tu sais, la défensive a joué un gros match. Maude Desroches devant le filet a eu une grosse game. La première fois de l'année, je pense qu'elle avait au moins 40 lancés contre elle. Ça a été vraiment, vraiment un gros match. Le système de jeu des Carabins. Puis, tu sais, Kim, t'as été dans cette équipe-là, Isabelle t'a coaché. Puis moi, ce qui m'impressionne toujours des Carabins, c'est ça. C'est que ça vient avec un système de jeu qui, je pense, que quand tous les bons éléments sont là, ben, permettent à l'équipe de gagner des points supplémentaires puis des matchs supplémentaires comme ça. Exactement. Tu sais, Isa fait vraiment une bonne job puis elle est là depuis 2009. Longtemps, là, ouais. Depuis 2009, là, depuis ma première année. Fait que, tu sais, elle a de l'expérience. Il faut faire confiance en son système, à sa vision. Puis ça fonctionne parce que nous non plus, dans mes années, on ne gagnait pas nécessairement contre McGill. Puis une journée, elle nous a dit, aujourd'hui, on va jouer la trappe. Puis on a gagné contre McGill en jouant la trappe. Tu sais, c'était la seule façon où on pouvait les arrêter. Je sais, Anne. J'aimerais mettre un astérix à côté de nous. C'était plus là, je sais. Mais c'est pas grave. En fait, on a réussi à gagner. Puis tu sais, on l'a pratiqué. Il y a des pratiques. C'est plat de pratiquer la trappe, mais on l'a fait. Puis finalement, ça a été payant. Fait tu sais, ils ont vraiment une coach formidable, puis avec beaucoup d'expérience. Puis après, quand j'ai vu la victoire, j'ai envoyé un message à Isa pour la féliciter. J'étais vraiment contente que c'était les Bleus, c'est les Carabins qui ont mis fin à cette séquence-là pour Concordia. Fait que, à voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines semaines, en fait, pour le classement aussi. Là. Mais oui, mais tu sais, dès le dimanche, moi, j'étais là au match dimanche après-midi à l'Arena des Stingers, et les Stingers ont gagné 1-0 en double prolongation, là. Ça a pris 2 prolongations. Fait que, tu sais, vraiment, les Carabins qui a été chercher 3 points sur une possibilité de 4 durant le week-end, c'est énorme pour eux autres parce que, tu sais, je suis pas mal sûr que, ben, tu sais, tu t'en vas jamais avec une attitude de perdant, je comprends, mais en même temps, tu regardes ça et tu te dis, wow, le défi est tellement gros que, tu sais, il aurait pu ne pas avoir aucun point durant ce week-end-là. C'est ce qu'on se disait, nous, la semaine passée. Et là, 3 points sur 4 contre Concordia. Puis, tu sais, j'ai parlé à Julie Chou également. Puis, tu sais, c'est sûr qu'elle n'était pas contente de l'effort de son équipe le vendredi. Et c'est sûr, le samedi et le dimanche, ben, elle était contente d'avoir gagné. Mais ça a été un match chaudement disputé. Puis, tu sais, moi, en début de saison, là, j'avais fait un gros article sur à quoi s'attendre dans la saison du RSEQ. Puis je trouvais que le gap, c'était l'écart entre les équipes était moins grand que l'an dernier. Tu sais, McGill, d'ailleurs, a gagné quelques matchs cette année. Je trouvais qu'il y avait une meilleure balance. Puis là, bien évidemment, Concordia est parti sur sa lancée de victoire. Puis il me faisait peut-être pas mentir parce qu'il y a quand même un gap qui est moins grand. Mais là, on l'a vraiment vu ce week-end là, avec 3 points sur 4 du côté des Carabins. Donc, tu sais, Concordia est assuré de finir première. Là, donc, ils sont pas inquiets. Maintenant, je pense bien que McGill va finir, mais je m'excuse, Anso, là, pour ton alma mater, même si tu sais pas ça veut dire quoi. Oui. Oui, t'as appris. McGill a 8 points en ce moment. Il reste 5 matchs. Ils ont une chance de finir 2e ou 3e, mais ça prend une fin de saison parfaite puis que
Bishop et Montréal perdent tous leurs matchs, ce qui n'arrivera pas. Donc, le classement va être pas mal ça. Concordia premier contre McGill pour commencer les séries. Maintenant, qui va finir deuxième ou troisième pour l'avantage de la glace entre Bishop et Montréal? Ben, c'est là que ça va jouer. Bishop a 18 points et là, les Carabins, avec ces 3 points-là, ben, ils se rapprochent puis ils ont 17 points. Les deux équipes ont 4 matchs à jouer. Donc, tu sais, c'était des points importants pour les Carabins puis, tu sais, aussi pour la confiance, j'imagine, là. Tu sais, quand tu bas une équipe de première place comme ça, ça te donne un petit boost, là. Ben, c'est que tu le sais quand tu vas arriver en série puis en finale à la fin de l'année, tu sais que tu peux les battre. C'est possible, là. Oui. Anso, qu'est-ce que tu allais dire? Quand tu n'as rien à perdre, je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais dans le sens que tu as tout à gagner. Fait que, c'était un peu ça pour les Carabins. Puis quand je regarde du côté de Concordia, ils en ont eu des saisons où il y avait une saison parfaite. Finalement, ils arrivent en série, ils perdent un match. C'est peut-être pas là le meilleur moment de le faire. Donc, d'avoir ce côté-là où oui, tu perds un match, mais il faut que tu apprennes de cette défaite-là. Puis je pense que ça va juste être gratifiant pour que l'équipe apprenne à grandir ensemble puis que de prendre aucun match à la légère. Là. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment la morale de cette histoire. Hein, juste en terminant, mentionner que Bishop a gagné son match contre McGill dimanche et Daphné Boutin, une jeune défenseuse recrue, qui a marqué le premier but et le but gagnant. Puis retenez ce nom, Daphné Boutin. C'est sa saison recrue. Elle a déjà 17 points en 17 matchs pour une joueuse de défense. C'est bon. C'est très, très bon. Là. Elle est deuxième chez les défenseuses derrière la vétérane Léonie Filbert. Donc, c'est quand même pas rien. Et puis, encore plus pour une défense, puis encore plus pour une recrue. Donc, retenez son là. Moi, j'ai été très impressionné de voir son jeu jusqu'à présent. Daphné Boutin, elle a un calme déconcertant avec la rondelle. Donc, pour vrai, j'étais content de voir qu'elle avait 2 buts là, dans la victoire de Bishop contre McGill. Hey, ça fait déjà le tour. J'aime beaucoup les filles que la semaine passée, on se parlait, on se disait, tu sais, la semaine prochaine, il n'y a pas de match vraiment dans le PHF. Ça risque d'être un podcast un peu moins long, puis je pense que ça va finir comme étant peut-être le plus long podcast qu'on va avoir fait cette saison, mais on aime ça jaser, Anso, qu'est-ce que tu veux? Bien, c'est sûr, quand t'as un hot take, t'as un sous-hot take qui est vraiment le meilleur hot take, ben là, tu te dis, il n'y aurait pas le choix d'en parler. Là. Ben, exactement, et on remercie Kim pour ça. On vous remercie également à tout le monde de nous écouter, de nous suivre. C'est très, très, très apprécié. Au nom de Kim Deschênes et d'Anne-Sophie Betté, mon nom est Pat Laprade, et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!